Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jeanne Bory, je suis déléguée régionale du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. Et je souhaite à tous et à toutes la bienvenue à ce webinaire « Associations et collectivités, agir et réagir ensemble pour des territoires plus forts face à la crise ». Il s'agit du troisième d'une série de 4 rendez-vous en ligne organisés cette semaine et consacrés au partenariat entre associations et collectivités comme levier pour faire face ensemble à la crise que nous connaissons depuis maintenant plusieurs mois, depuis mars dernier. Et j'aurai le plaisir d'animer ce temps d'échange. Alors, cette semaine d'événements en ligne est organisée par le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, qui regroupe les principaux réseaux associatifs de la région, qui eux-mêmes rassemblent les associations des principaux secteurs d'intervention des associations, le sport, le secteur de la santé, sanitaire et sociale, le tourisme social, la culture, l'environnement, l'éducation à l'environnement et au développement durable, le développement rural, la jeunesse, l'éducation populaire, les épiceries sociales et solidaires. Et ensemble, nous défendons les valeurs, les intérêts des associations. Nous faisons valoir les atouts, les spécificités, la plus-value de l'action associative pour lui donner une meilleure visibilité et en particulier auprès des décideurs publics en région. Et c'est bien en ce sens-là que nous organisons ces 4 rendez-vous en ligne qui ont pour ambition de nourrir les réflexions sur les relations entre associations et collectivités, d'illustrer, de donner à voir le rôle des associations face à la crise et aussi de proposer des ressources aux élus, à leurs équipes, pour construire des partenariats durables et pertinents avec les acteurs associatifs pour des territoires plus forts et particulièrement dans ce contexte de crise actuelle. Alors, avant de présenter nos intervenants du jour, je vais vous donner quelques informations techniques pour profiter pleinement de ce webinaire qui se terminera à 17 h. Alors, vos micros et vidéos en tant que participants sont désactivés. C'est normal si vous ne voyez pas votre vidéo et si vous ne vous entendez pas. Vous pourrez participer avec nous aux échanges avec les outils d'interaction. Alors, vous avez un chat, c'est le petit icône bulle en bas de votre écran. Alors, celui-ci vous permet à la fois de nous faire remonter vos éventuelles difficultés techniques. Ma collègue Garance, qui se cache sous le pseudonyme Le Mouvement Associatif Aura, pourra apporter des réponses à vos questions ou vous aider si vous rencontrez des difficultés. Et le chat vous permet aussi de partager des réactions, des commentaires avec l'ensemble des participants. Alors, par contre, pour poser des questions aux intervenants, il faut plutôt utiliser l'onglet Q&R, questions et réponses. C'est l'onglet en bas avec les 2 petites bulles. Et nous nous efforcerons de répondre aux questions au fur et à mesure des échanges par écrit, aux questions posées par écrit. Et nous prendrons aussi quelques temps à la fin pour un temps d'échange un peu plus long. Et à ce moment-là, nous pourrons aussi vous donner la parole. On pourra activer vos micros. Si vous souhaitez prendre la parole, nous vous invitons à lever la main, ce qui est le 3e petit icône que vous trouvez en bas. Auquel cas, nous verrons que vous souhaitez prendre la parole et nous pourrons vous permettre de poser votre question directement à l'oral. Je voulais aussi préciser que ce webinaire est enregistré en audio et vous pourrez retrouver le podcast de notre rencontre d'aujourd'hui ainsi que les précédents sur notre site internet dès la semaine prochaine. Alors avec nous aujourd'hui pour décrypter l'intérêt pour les collectivités de travailler avec les associations de leur territoire et encore plus particulièrement en temps de crise, nous avons invité Laurent Fraisse qui est socio-économiste au laboratoire d'économie et sociologie du travail, le LEST, à Aix-Marseille Université et au CNRS, et Sylvie Rivol qui est présidente du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes et administratrice de l'Union régionale des fédérations des œuvres laïques, Ligue de l'enseignement. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je vous propose un temps d'échange, d'organiser nos échanges en 3 temps, avec un premier temps sur l'intérêt pour les collectivités de travailler avec les associations au bénéfice de leur territoire. Un deuxième temps plus centralisé sur les relations entre associations et collectivités, leur typologie, leur évolution, qu'est-ce qui les caractérise. Et enfin, un troisième temps sur comment la crise impacte ces relations et quels sont les enjeux qu'elle révèle et peut-être les apprentissages que nous pouvons en tirer. Alors, Laurent, je me tourne vers vous en premier. Quels sont pour vous les apports des associations au développement des territoires et en particulier sur le plan sociétal? Oui, merci en tout cas de cette invitation à participer à ce web séminaire. Les apports des associations au territoire, ils sont évidemment multidimensionnels. On pourrait en tout cas parler des apports à la fois social, économique et politique. Et sur le plan social, ce qu'on retient généralement, c'est l'apport au vivre ensemble,
au lien des populations, à la création aussi de, on va dire, de cohésion, d'identité territoriale. Bref, c'est l'humus en fait un petit peu de la vie locale. Les associations, c'est à la fois des associations qui permettent à des gens de partager soit des passions, soit des affinités. Hein. Toutes ces associations qui sont au service de leurs membres, souvent bénévoles, elles font dans leur quartier ou dans leur territoire, elles mettent en lien les gens. Voilà, c'est du lien social. Et ça, on le voit particulièrement par contraste avec évidemment la crise que nous traversons qui provoque de l'isolement. On voit bien comment les gens ont envie, ont le besoin de se rencontrer. Ça passe aussi par les associations dans la proximité. C'est aussi toute une série de services aux populations. Et là encore, on peut le voir par contraste, que ce soit pour pratiquer une activité culturelle dans son quartier, pratiquer une activité sportive. On voit bien que tout ça, c'est la qualité, on va dire, de la vie quotidienne. Et on voit bien qu'il y a toute une série de services aux populations qui sont rendus par les associations. Et puis, c'est la solidarité avec les plus vulnérables. Et là encore, on a bien vu, ça a été un petit peu exacerbé, soit qu'un certain nombre d'associations dans ce service qui suppose du présentiel souvent, ont pu être on va dire, soit impactés, soit ont dû réinventer leur mode d'intervention parce qu'on a énormément d'associations qui agissent et rendent service à des populations qui sont en difficulté dans un certain nombre de territoires. Donc ça, c'est vraiment la fonction, on va dire, lien social, vivre ensemble, alors avec un côté aussi qui peut être aussi un côté festif, convivial. Moi, j'insisterai sur cet aspect-là, sur dire qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a vraiment à réfléchir quand on est et dirigeant associatif et local sur un territoire. Les associations, c'est aussi des gens qui mettent en lien les habitants historiques et les nouveaux arrivants. Un territoire, c'est un territoire souvent que c'est un territoire en mouvement, parfois avec des gens qui partent, parfois aussi avec de nouveaux arrivants. Et c'est aussi à travers les associations qu'il peut y avoir ce mélange ou cette insertion dans les territoires entre populations plus anciennes et populations plus nouvelles. Donc là, je pense que c'est un enjeu important. Ça peut être aussi une fonction de maintien d'un certain nombre de populations sur la vie locale. Il y a toute une série, effectivement, de la qualité de la vie. Ça dépend aussi de la qualité des services associatifs d'un territoire. Et là-dessus, beaucoup de collectivités territoriales s'appuient là-dessus. Et je pense que dans le dialogue avec les collectivités territoriales, et avec les associations, il y a un enjeu aujourd'hui. Cet enjeu, c'est bien de faire en sorte que les associations permettent du brassage de population entre les générations, entre les plus fragiles et les moins fragiles, mais aussi entre, on va dire, la diversité, on va dire, des origines des populations. Donc là, il y a vraiment des enjeux que les associations qui font déjà ce travail-là le fassent d'autant plus. Et là, on rencontre, à mon avis, des intérêts des élus qui veulent s'adresser à l'ensemble des populations, ce qui est le cas des associations, mais encore une fois, s'engager dans une association, ça se fait sur une base volontaire. Et donc, entre celles qui s'adressent à des publics et celles qui rassemblent des membres, il faut trouver aussi une bonne articulation. Enfin, je terminerai sur ce volet social, d'éviter d'avoir uniquement ce qui risque d'être le cas, et c'est bien normal, c'est un rôle très important en temps de crise, c'est de ne voir les associations que sous le prisme réparation sociale, aide aux plus vulnérables. Les associations, ce sont aussi des solutions innovantes. Ça a un rôle de détection de nouveaux besoins, de trouver des solutions qui répondent à de nouvelles aspirations sociales, de qualifier en fait de nouveaux problèmes et surtout de trouver des solutions. Et donc il y a une fonction d'innovation sociale, mais c'est aussi par un certain nombre d'associations qui défendent des causes pour la justice sociale, pour la transition écologique. Ça a aussi un rôle de changement des représentations qui conduit aussi et qui peut conduire à la transformation sociale en accompagnant, y compris les pouvoirs publics, aux diverses transitions auxquelles on a affaire aujourd'hui. Merci Laurent. Sylvie, je souhaitais aussi te faire réagir sur ce sujet. D'un point de vue associatif, pour toi, quel est le rôle des associations justement dans tout ce qui est transformation sociale ou innovation sociale ?
Effectivement, le mouvement associatif, nous retrouvons bien dans l'analyse que Laurent vient de nous faire du rôle des associations, de la cohésion sociale à la transformation sociale. Et à ce stade-là, j'avais bien envie de revenir sur cette question de l'innovation sociale. Pour nous, nouveau ne veut pas dire innovant. Ce n'est pas parce que dans une action, on va écrire qu'on utilise des outils numériques qu'on va pouvoir qualifier l'action d'innovante. Pour nous, l'innovation sociale associative, elle repose moins dans les moyens que nous mobilisons pour les actions que dans la finalité de l'action. Et j'aime bien, sur ce sujet-là, prendre l'exemple des cantines scolaires. Au début du XXe siècle, quand des instituteurs, des parents d'élèves, des habitants d'un territoire décidaient de se réunir dans une association pour ici créer un sous des écoles ou là une amicale laïque, bien sûr, ces habitants cherchaient à répondre à un besoin social. Le premier d'entre eux, c'était de faire en sorte que tous les enfants puissent avoir au moins un repas correct pendant la journée. Mais elle répondait aussi aux besoins de garde des parents, parce que c'était difficile d'aller chercher les enfants tous les jours à midi, du fait des moyens de déplacement, parce que les parents travaillaient. Mais au-delà de ça, ce qui fondait l'innovation de ces projets-là, c'était de participer à l'ambition de l'école de la République, de permettre aux enfants d'être instruits, de grandir, de s'émanciper, de devenir des citoyens. Et l'innovation sociale, elle se fonde d'abord sur la vision du projet associatif. C'est dans la défense d'un modèle de société, dans l'action pour transformer cette société, que l'action associative peut être innovante. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler des startups sociales, et puis on semble découvrir qu'il y a des acteurs privés qui peuvent transformer le monde. En fait, les associations participent de cette transformation depuis bien longtemps. Elles innovent depuis bien longtemps. Et je crois qu'elles peuvent le faire parce qu'il s'agit d'acteurs qui sont des acteurs de proximité. Les associations vont mobiliser des bénévoles, des salariés, des volontaires. Elles vont, autour d'une action, réussir à mobiliser des ressources publiques, des ressources privées. Et c'est cet ancrage territorial qui va leur permettre de capter les besoins sociaux, ces besoins qui sont plus difficiles à identifier à une échelle plus macro, qui sont plus difficiles pour des acteurs qui agissent sur des territoires plus larges à identifier et plus difficile de construire les réponses. C'est la proximité des associations qui vont leur donner la capacité d'expérimenter, mais aussi de formaliser cette fameuse expertise d'usage. Alors c'est sûr que dans une asso, on ne pourra pas trouver un ingénieur qui construit une route ou un architecte qui construit une maison. Mais dans une association, on trouve des habitants qui utilisent ces routes et qui vivent dans ces maisons et qui vont être en capacité d'exprimer de manière collective et construite collectivement les besoins de manière à adapter ces services aux besoins du territoire. C'est ce qui fonde, me semble-t-il, la légitimité des associations à participer à l'élaboration du projet pour un territoire. Et si à ce stade-là, il n'y avait qu'une seule idée que je pouvais essayer de faire passer, c'est qu'une association n'est pas seulement un organisateur d'activités, un prestataire de services qu'on peut solliciter. Une association, c'est d'abord et peut-être avant tout un projet politique et social qui se met en œuvre au travers d'actions sur son territoire. Merci à tous les deux pour cette première question. Et pour poursuivre nos réflexions sur la plus-value associative sur les territoires, sur le plan économique, je me tourne vers toi, Laurent. En quoi les associations contribuent-elles à la richesse des territoires ? Alors, ça, c'est effectivement un angle d'attaque qui est important à avoir. On a un peu traité du volet social, que ce soit réparation, innovation, transformation. Et déjà, je crois qu'il y a un enjeu pour les collectivités territoriales, c'est de voir la dimension économique des associations, de les considérer aussi comme des acteurs qui contribuent au développement des territoires. Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, la première lecture qu'on en a, c'est, pour reprendre un peu les propos de Mathieu Elur, c'est un monde du travail et de l'emploi. C'est-à-dire que vous avez toute une série sur des territoires, ça crée des activités et des emplois, et parfois, ce n'est pas négligeable. On a bien vu qu'une grande partie des emplois de l'économie sociale et solidaire sont des emplois associatifs, et dans un certain nombre de territoires,
ça peut dépasser 10%. Donc, je pense que avoir ça en tête aujourd'hui, c'est très important parce que comme on est à faire, il y a quelques grands établissements, notamment dans le secteur social et médico-social, hein, qui sont des poids lourds sur un certain nombre de territoires, mais vous avez aussi beaucoup de petites associations d'une dizaine de salariés ou voire moins. Et aujourd'hui, on sait bien que ces petites associations, on entend parler beaucoup des petits commerces en ce moment-là avec la crise. On voit bien que il faut veiller à ce qu'il y ait un tissu de l'emploi associatif qui soit à la fois maintenu et renforcé. Et en tout cas, quand on parle emploi et activité, il ne faut pas que les associations soient hors champ. Or, parfois, un certain nombre de développeurs économiques ou d'acteurs du développement considèrent qu'ils ne font pas partie de l'emploi du territoire, etc. Donc ça, c'est le premier aspect, on va dire, assez classique. Le deuxième, c'est que c'est des emplois et des activités qui sont ancrées localement. Parce qu'en fait, la logique de localisation des activités associatives, les gens, ils créent des associations là où ils vivent ou là où ils travaillent, c'est-à-dire là où il y a un territoire qui fait sens. Hein, ça a été dit dans la proximité. Et donc, ce n'est pas la même logique de localisation que de entreprises de moyenne ou de grande taille, c'est-à-dire on ne regarde pas la taille du marché, on ne compare pas les coûts des territoires, on crée là parce que là, il y a un besoin et là, ça fait sens. Et donc, du coup, on a effectivement des emplois, en plus souvent dans des services relationnels, donc beaucoup moins délocalisables. Et donc, quand on investit de l'argent public dans des associations, le retour en termes de circuit économique sur le territoire, il est très fort. Parce que ça va être de l'emploi souvent salariés de gens qui vivent dans l'économie locale, donc qui vont le réinvestir, et y compris l'association. Voilà, donc le circuit, en fait, ça a des impacts importants. D'autre part, je pense qu'il faut bien voir que, et ça a été un petit peu souligné tout à l'heure sur les histoires d'infrastructures, il y a toute une série d'infrastructures publiques, culturelles, sportives, qui ont été en fait le fruit de mobilisation associative et dont l'occupation et dont en fait des infrastructures qui peuvent être publiques, mais en fait ils ne vivent que parce qu'il y a des activités associatives qui les investissent. Donc en fait, il faut voir qu'il y a des effets induits du fait du repérage des besoins de qualification des territoires. Bon, moi, j'ai participé il y a 2 ans à la rencontre annuelle de la Fédération des usagers de la bicyclette. Ce sont des associations de promotion du vélo sur les territoires. Il y a toute une série d'aménagements urbains des territoires qui sont faits en négociation avec les associations pour mieux maîtriser les usages du vélo en ville, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a à un moment donné des infrastructures, on va dire, publiques qui sont le fruit d'une concertation et d'une révélation de besoins par les associations. Je dirais également que globalement, les associations sont des acteurs historiques et du développement local et du développement durable ou de la transition écologique, non sans parfois, il ne faut pas se le cacher, parfois des conflits d'usage. Hein. Les associations, c'est aussi potentiellement aussi la contestation de politiques publiques, hein, dans des aménagements du territoire qui semblent inappropriés, dans une urbanisation qui se veut trop galopante. Donc, à un moment donné, c'est aussi une discussion sur les priorités de l'aménagement du territoire. Et puis, ce qui me semble important, c'est d'avoir en tête que les associations, en tout cas, elles permettent de révéler et d'avoir une approche plurielle de la richesse des territoires. D'abord du fait que ça mobilise énormément de bénévolat et même de participation des usagers, par exemple dans des lieux d'accueil des collectifs parents-enfants, par exemple. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est un apport de richesse en travail volontaire et bénévole qui sont indispensables, en fait, y compris pour donner du sens, mais aussi réaliser un certain nombre de travaux. Mais aussi, c'est aussi requalifier et redonner de la valeur à un certain nombre de personnes, mais aussi de territoires qui ont été laissés un peu en friche par l'économie marchande et les ressources marchandes classiques. Hein, on connaît les friches, un certain nombre de territoires de patrimoine naturel, mais aussi de toute façon de montrer qu'un certain nombre de personnes éloignées, par exemple, de l'emploi, peuvent retrouver de la valeur et reprendre pied dans la vie
et dans les territoires et ne sont pas condamnés à des formes d'assistance, etc. Ça, c'est un travail aussi que font les associations. Ils redonnent de la valeur à des personnes et à des infrastructures et à du patrimoine naturel. Dernier élément qui me semble important lorsque de faire prendre en compte cette économie hybride par les collectivités, c'est certes, il y a des ressources marchandes, non marchandes et non monétaires, et c'est leur imbrication qui fait l'économie des associations, mais ce n'est pas pour autant que ces différentes ressources sont complémentaires, mais pas forcément substituables. On ne peut pas basculer que ce soit du public au marchand, mais aussi on ne substitue pas comme ça des professionnels par des bénévoles, des salariés. On voit bien que c'est des synergies qui sont complémentaires, mais parfois l'idée qu'on va ajuster le soutien aux associations au regard d'une évaluation monétaire des contributions volontaires, ce n'est pas forcément la bonne approche d'une économie hybride. J'ajouterai un dernier élément. Je crois qu'il y a beaucoup de progrès dans un dialogue à faire sur une vision un peu globale du financement des associations par les collectivités locales. Aujourd'hui, encore trop souvent, les élus sont dans leur silo et je crois qu'avoir une vision globale de l'ensemble des financements par les différentes politiques d'une collectivité locale et pouvoir partager avec le mouvement associatif et les associations les montants et l'évolution des financements sur une mandature me semblerait un progrès pour la démocratie associative et locale. Merci Laurent. Sylvie, je te laisse réagir sur cette contribution sur le plan économique, la contribution des assos à la richesse des territoires. Oui, réagir peut-être sur 2 points. D'une part, sur la question de l'emploi et puis sur la question de l'hybridation des ressources, mais en commençant en vous donnant au niveau régional, région Auvergne-Rhône-Alpes, un peu une représentation de ce que représentent les associations dans notre région. Le nombre d'associations dans la région, c'est 175 000 associations actives, avec 1,7 million de bénévoles sur 8 millions d'habitants. Donc, c'est-à-dire plus de 20% des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes déclarent être engagés en tant que bénévoles dans des associations. Et 235 000 emplois salariés dans ces associations, ce qui effectivement représente plus de 10% de l'emploi privé. Pour donner un point de repère, c'est plus que le BTP ou plus que l'artisanat. Et effectivement, on a besoin de faire reconnaître plus le réel poids économique du secteur associatif et d'entrer en dialogue avec les pouvoirs publics sur ce volet-là, et notamment sur la question de l'emploi. J'ai envie de dire, avec un sourire et sans méchanceté, l'État et les collectivités savent nous trouver sur l'emploi quand les taux de chômage sont très élevés et que les collectivités et l'État utilisent les emplois aidés pour faciliter la réinsertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Elles savent que les associations savent s'engager et accompagner ces personnes-là. En revanche, on a parfois l'impression d'être un peu une variable d'ajustement. Quand le chômage, on considère que le chômage devient à un niveau plus acceptable, tout d'un coup que les emplois aidés sont supprimés, on ne pense pas à ces acteurs économiques que sont les associations qui ont besoin de temps pour adapter leur modèle économique. Et souvent, des décisions trop brutales mettent en danger, en péril, l'équilibre économique de ces acteurs économiques que sont les associations. Par ailleurs, nous sommes identifiés comme ayant un savoir-faire sur l'accompagnement des publics les plus éloignés de l'emploi. On a plus de mal à défendre l'emploi associatif qui nous permet de porter notre projet, de qualifier nos salariés, de professionnaliser nos actions. Le mouvement associatif au niveau national, et nous l'avons relayé au niveau régional, défend la création de 100 000 emplois d'utilité citoyenne. Dans cette période de crise, nous avons envie de dire à l'État, aux collectivités locales, faites-nous confiance, faites le pari de l'association pour répondre dans la durée et de manière professionnelle à l'enjeu de ce fameux monde d'après qu'il faut que nous réussissions à construire ensemble. Sur la question de l'hybridation des ressources, cette hybridation, le fait que nos ressources, Laurent l'a très bien défini tout à l'heure, soient diverses,
c'est très important de conserver ce modèle-là. D'une part, parce que nous le savons, les fonds publics ne sont pas inépuisables, mais également parce que c'est une garantie de l'indépendance des projets associatifs. Et puis enfin, parce que probablement, c'est un élément qui nous permet de mieux résister, d'être plus résilients face à des crises telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et j'étais très, très heureuse d'entendre Laurent dire que ces ressources ne sont pas substituables, elles sont effectivement complémentaires. Pour vous donner un élément de référence, il y a eu une étude nationale qui étudiait la moyenne, en moyenne la part publique dans les budgets des associations. Alors évidemment, c'est très différent en fonction des secteurs, mais quand on fait une analyse globale nationale, la part publique des financements ne représente que 44% du budget des associations. Et dans ces 44%, les subventions ne représentent que 20% du budget global des associations. Et cette part est en constante baisse depuis ces 20 dernières années. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La baisse des subventions publiques n'est pas compensée par le mécénat ou les fonds privés. La baisse des subventions publiques est compensée par l'autofinancement, par les cotisations. Et si on a besoin d'augmenter les cotisations parce que les financements publics baissent, ça veut dire que le coût plus élevé des cotisations va rendre l'accès aux activités, aux services qui sont proposés par les associations plus difficile, plus inégalitaire. C'est extrêmement important, effectivement, à la fois que l'État, les collectivités continuent de soutenir les projets associatifs pour permettre une égalité d'accès à ces projets, mais aussi puissent les soutenir dans le temps sous la forme de conventions pluriannuelles d'objectifs pour permettre aux associations de se projeter dans le temps, de construire avec sérénité des actions qui répondent aux fameux besoins sociaux dont on parlait dans le premier temps de ces interventions. Merci à tous les deux. Alors, on vient d'évoquer la contribution des associations au développement des territoires, mais quelle est leur contribution à la vie démocratique, Laurent? Alors, la contribution à la vie démocratique, elle est évidemment fondamentale. Et sans vouloir faire un détour trop long, on voit bien que la question de la liberté d'association et du droit d'association, c'est quelque chose de précieux, qui est un peu, on a l'impression que ça s'est un peu banalisé, ça fait partie de la vie, mais on voit bien aujourd'hui, c'est un peu comme la liberté d'expression, la liberté de la presse, dont on parle beaucoup en ce moment. On voit bien dans des tentations autoritaires, voire des pays pas si loin de chez nous en Europe, où finalement il y a du retour d'un État autoritaire, dans ces cas-là, les associations sont en danger. Parce que les associations, l'auto-organisation citoyenne, c'est un contre-pouvoir potentiel. Et vous avez un certain nombre on va dire, de conceptions de la démocratie qui ne passerait que par le suffrage universel, sans la nécessité d'un équilibre de contre-pouvoir qui menacerait un certain nombre d'associations. Je dis ça comme ça parce qu'on peut aussi avoir des alternances au niveau de collectivités territoriales qui fragilisent un certain nombre d'associations. C'est cette capacité aussi, c'est un moyen, les associations, pour les citoyens de s'en saisir, pour faire entendre leur voix et pour construire aussi, non pas un intérêt particulier, mais un intérêt général. En tout cas, de le qualifier. Donc, c'est un niveau peut-être plus de proximité. Enfin, je voulais dire ça en introduction, parce qu'on a l'impression que ça va de soi. Ça ne va jamais de soi, en fait. C'est quelque chose à tout le temps consolider. La deuxième chose, c'est un creuset, là encore, de citoyenneté active. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que participer à une association, c'est une école de la responsabilité. C'est une manière de prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux locaux sectoriels, alors peut-être pas tous, mais en tout cas de les comprendre, de prendre en compte de comment on essaie de contribuer positivement en trouvant des solutions, en gérant même quelque chose de très local à un intérêt collectif. Et c'est de manière plus large aussi une école d'apprentissage des enjeux locaux. Et là, on va pouvoir à un moment donné rencontrer la préoccupation d'élus à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un secteur. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une école pour faire une carrière de politique. Hein. Il y a le vivier associatif est aussi un vivier enfin c'est une filière, on va dire, d'élus locaux, et il y a de la circulation entre élus locaux et associations.
généralement, ça se passe bien. Parfois, il peut y avoir des dérives, mais je pense que c'est en tout cas un indicateur aussi que il y a une capacité à avoir pour un certain nombre de citoyens de se saisir d'un certain nombre d'enjeux. La deuxième, évidemment, c'est de savoir, de considérer que les associations, au-delà du projet, au-delà de l'action, au-delà même du service qui est soutenu par la collectivité, elles ont une expertise citoyenne qui peut permettre de co-construire l'intérêt général local. Donc elles sont, je dirais, aussi potentiellement des partenaires pour co-construire les politiques publiques. Hein. Et ça, je pense que c'est important. Ça nécessite des changements de posture et côté élu et côté dirigeants, acteurs associatifs. Côté élu, ça suppose de dire que les politiques publiques peuvent être aussi élaborées avec des acteurs non institutionnels. Et les associations, on a cité toute une série de secteurs, sont, on va dire, incontournables ou difficilement contournables sur un certain nombre de besoins. Ça suppose, côté associatif, d'aller au-delà de son simple projet ou l'action qu'elle veut faire financer pour essayer de formuler des propositions, pas seule, avec d'autres, pour l'intérêt général du territoire, en tout cas sur un secteur ou sur un autre. Enfin, et je crois que derrière, il y a un enjeu là, et là encore, les collectivités peuvent aider à favoriser aussi la transversalité de l'action associative. C'est-à-dire, on voit bien que, mais ça vaut pour les collectivités comme pour le milieu associatif, la porte d'entrée du dialogue association-collectivité, elle est sectorielle. C'est comme ça, voilà. Or, on voit bien qu'à l'échelle d'un quartier, d'un territoire, il y a toute une série d'enjeux qui doivent se traiter en transversalité. Donc, c'est un enjeu pour un élu à la vie associative de dire comment je peux travailler aussi avec l'élu au sport, l'élu à la culture, l'élu au développement local, parce que toutes ces politiques s'appuient en partie sur des associations. Et comment on fait pour penser globalement, non pas uniquement la politique de la vie associative, mais la politique de l'ensemble des associations sur lesquelles s'appuie une collectivité pour mener à bien trouver ces enjeux. Et inversement, ça suppose aussi de pouvoir faciliter des collectifs, des réseaux, des têtes de réseau qui peuvent permettre de faire travailler en transversalité et avoir, comment dire, une vision collective du monde associatif autour d'un projet de territoire. Ce n'est pas évident. Hein, donc, il y a à la fois l'aspect sectoriel et il y a l'aspect aussi territorial. Et là, je pense qu'il y a un enjeu fort et du côté de l'organisation du monde associatif. Et je dirais, mais ça, Sylvie et Jeanne le diront, notamment à un niveau infrarégional, où on voit bien que maintenant, on a des très grandes régions. Et on voit bien que les têtes de réseau régionales ont leur pleine utilité. Et on voit bien qu'il y a énormément d'enjeux qui jouent au niveau de métropole, de territoire infra. Et donc là, il y a cette question-là. Et là, je pense qu'il y a des collectivités, métropoles, municipalités qui ont vraiment un rôle dans la facilitation de la vie associative. Bon, merci Laurent. Je suis désolée, je vais devoir passer la parole à Sylvie si on va avoir le temps de prendre les questions qui nous sont posées sur le chat. Je vais essayer d'aller vite pour laisser le temps aux questions, et puis parce que Laurent a dit beaucoup de choses. Juste, j'avais envie de partager avec vous le résultat d'un sondage, même si j'aime pas trop en général m'appuyer sur les sondages, mais enfin quand même, un sondage de l'IFOP qui a été fait en janvier 2020 et qui faisait ressortir que 67% des personnes interrogées disaient que les associations sont des acteurs de confiance et 90% identifiaient les associations comme étant des acteurs importants de la vie locale. Et il me semble que dans cette période de forte défiance envers la politique, les syndicats, les médias, les institutions, l'école, les associations restent un lieu où la confiance se tisse au quotidien dans des actions qui se fondent d'abord sur une organisation démocratique, une organisation collective et une gestion désintéressée. C'est des espaces qui sont sans prérequis, qui permettent à tout un chacun de s'engager, quel que soit son âge, son diplôme, son niveau de compétence ou sa nationalité. C'est des espaces où chacun peut prendre sa place. Alors, ce n'est pas idéal, on n'est pas dans un monde de bisounours. Bien sûr, il y a des dysfonctionnements, on sait les difficultés de renouvellement des bénévoles, on sait les crises qu'il peut y avoir dans les assos, mais ça, c'est la vie, c'est la démocratie. En tout cas, les associations sont un acteur de la démocratie pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment.
Et peut-être aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir parfois les collectivités, l'État, chercher plutôt le dialogue, alors excusez-moi l'expression, mais de bugne à bugne avec les citoyens, se passant des corps intermédiaires, et notamment des corps intermédiaires que sont les associations et les réseaux, qui sont pourtant des lieux dans lesquels le débat démocratique peut s'organiser. Et il me semble que cet espace-là peut être un moyen de reconstruire la confiance avec les citoyens et de construire un véritable dialogue civil éclairé entre les citoyens et l'action publique. Et qu'il faut que chacun d'entre nous, les assos, devons prendre nous, également notre responsabilité. Laurent disait avec raison qu'il faut que nous sachions prendre du recul par rapport à notre action pour pouvoir participer à cette réflexion sur l'intérêt général, mais également les collectivités doivent nous reconnaître, non pas seulement pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes et pour ce que nous représentons. Merci à tous les deux. Alors, je vais peut-être poser quelques questions qu'on nous a posées par écrit. Alors, on nous demande, par exemple, ce que vous pensez de l'idée que les collectivités fassent davantage confiance aux associations dans la gestion de la vie de tous les jours. Par exemple, sur la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets. Pourquoi faire appel plutôt à Vinci ou à Suez alors que les citoyens ont souvent des savoir-faire et en sont les usagers? Je pense que ça rejoint les propos que vous avez pu tenir. Voilà, on vous invite à réagir à cette proposition. Sylvie, tu veux prendre la parole? Alors, je ne sais pas si on serait capable de gérer l'eau ou l'énergie, mais ce qui est certain, c'est que, comme le disait Laurent tout à l'heure, souvent, on pense aux assos pour des petites choses du quotidien, pour le lien avec les personnes les plus en difficulté. Et puis quand ça devient sérieux, on parle avec des entreprises, des vrais, quoi. Alors que les associations sont un mode d'entreprendre avec une gestion désintéressée, permettant la participation des habitants, faisant valoir l'expertise d'usage. Je pense qu'effectivement, nous pourrions utilement être... enfin, les collectivités pourraient utilement avoir recours aux associations de manière plus large. Oui, moi je pense qu'il faut pas penser délégation. Il faut penser action multiprenante avec les associations à part entière. Parce que d'abord, il y a des responsabilités. On sait déjà que les responsabilités pour un petit élu sur les équipements qu'il a dans sa commune, ça pèse. Alors, le faire peser sur un président bénévole d'association, enfin voilà, il y a toute une série de responsabilités juridiques on sait que l'action publique ou d'intérêt général local, mais ça, voilà. Et donc, moi, je crois que, y compris sur des services de réseau, puisque c'est ça la question, en fait, je pense qu'il y a la place d'une représentation des usagers sous forme, par exemple, voilà, alors ça peut être une association autre, mais en tout cas, les associations d'usagers ont leur mot à dire dans la gestion d'un certain nombre et les usages d'un certain nombre d'équipements publics. Et bon, moi, là, ça m'a fait penser à l'exemple en milieu très rural de parcs d'éoliens citoyens qui ont par exemple été cofinancés à travers de la mobilisation par les associations d'épargne d'habitants, par des investisseurs privés et par les collectivités locales. Et ça s'est retrouvé dans une gouvernance multipartie prenante dans laquelle il y avait les habitants qui étaient représentés par leurs associations et qui aussi faisaient tout un travail de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, notamment sur la question de la gestion énergétique, pour que finalement ces éoliennes citoyennes qui fournissaient de l'électricité, en gros un village, puissent aussi avoir une soutenabilité en termes d'efficacité énergétique des habitants. Ça nécessite de les accompagner et c'était des associations qui les aident. Donc on voit bien que là, je pense que les associations peuvent prendre leur part, moins à mon avis sur les services de réseau, en tout cas dans une gestion déléguée, que dans une gestion partenariale. Merci pour ces réponses. Alors, alors attention, une autre question un peu plus, peut-être qui invite un peu plus de réflexion. Avez-vous des pistes ou des bonnes pratiques pour aider, donc j'imagine une collectivité, à reconstituer un tissu associatif sur une commune de moins de 1000 habitants?
Comment fédérer autour d'un projet commun? Comment aider financièrement ces associations en dehors des subventions traditionnelles? Comment créer des liens, notamment entre associations et commerçants? Est-ce que vous auriez des pistes de réflexion? Qui de vous deux se lance en premier? Je veux bien me lancer, sachant que c'est une question effectivement super compliquée. Moi, j'ai envie de dire que d'une part, de faire confiance aux jeunes, mais évidemment, ça dépend de la population de la commune concernée, de la composition de la commune concernée. Mais les jeunes, souvent, font plein d'idées et il existe plein de dispositifs d'engagement qui permettent à des jeunes de monter des projets et de dynamiser une commune. Je pense au service civique, je pense aux juniors associations, par exemple. Deuxième chose, me semble-t-il, c'est d'ouvrir des espaces de concertation et de rencontre. Les collectivités locales, si elles favorisent la rencontre, si elles favorisent la réflexion en commun, si elles favorisent le croisement entre... Parce qu'on vit tous dans des petits mondes, finalement, qui ont du mal à se croiser les uns avec les autres. Si la collectivité met en place ça, dynamise cette vie démocratique locale, et troisièmement, met en place les moyens d'accompagner ces initiatives, notamment, alors souvent, une des premières difficultés, c'est la question des locaux, la mise à disposition des locaux, mais aussi le besoin d'un accompagnement juridique sur la création de l'association, sur les responsabilités que ça implique. C'est autant de leviers qui favoriseront la dynamique associative. Quelques pistes, sûrement insuffisantes. Merci Sylvie. Je pense que Sylvie a donné des pistes, à mon avis, très intéressantes. Après, c'est vrai qu'aussi, faut repérer un peu les personnes qui sont capables d'animer aussi des collectifs. Parce que ce sont des collectifs, mais derrière les collectifs, il y a aussi des gens qui facilitent la mise en lien. Et donc, c'est un petit peu repérer et peut-être mettre en lien les personnes qui sont, voilà, et effectivement, je crois beaucoup aux jeunes qui sur tel ou tel aspect, voilà, avec cette problématique peut-être qui existe aussi aujourd'hui d'accompagner peut-être des collectifs et des engagements aujourd'hui qui ne se formalisent pas tout de suite sous un statut associatif, mais en fait qui font association sans avoir le statut. En fait, voilà. Donc, je pense qu'il faut être sensible aussi et aller au-delà d'une lecture formelle, parfois des associations, en regardant les auto-organisations citoyennes, les collectifs, qui peuvent être demain, les associations de demain. Il y a beaucoup d'actions de solidarité non organisées en statut qui se sont mis en œuvre, y compris là pendant la période de crise. Donc, il faut être attentif à ça. Et puis ensuite, il y a les questions d'échelle et aussi penser, si on est une petite commune, parfois un peu au-delà de son périmètre. Parce que les associations, elles ont, voilà, il y a les associations de proximité, on va dire, qui ont une identité sur leur commune, qui réunissent vraiment les habitants de leur commune, et puis il y a des associations qui ont une capacité d'action sur un périmètre plus large, à l'échelle d'une communauté de communes, voire, etc. Et donc, c'est aussi de pouvoir mettre en lien les expertises associatives entre celles qui sont très locales, très de proximité, et celles qui ont une capacité en fait d'intervention et d'accompagnement, on va dire à une échelle de communauté de communes, de métropole, voire parfois certaines peuvent aider à un moment donné à favoriser ou à repérer des choses en apportant de l'expertise, des méthodes, des choses comme ça. Et si j'allume mon micro, vous m'entendrez mieux. Je vous propose de reprendre le fil de nos échanges. Alors, sur la relation entre associations et collectivités, Laurent, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur les formes que peuvent prendre ces relations-là? Comment ça peut se décliner? Et on verra ensuite quelles peuvent être les tendances d'évolution de ces relations. Alors, je t'invite à être synthétique, car nous avons pris un peu de retard. Alors, je vais essayer d'être très synthétique. Moi, j'avais identifié une typologie à quatre types de relations. La relation souhaitée, mais ça, je pense que Sylvie va insister là-dessus, c'est la relation partenariale et conventionnée, où on essaie d'être dans un dialogue
pour co-construire à la fois un intérêt général, voire un certain nombre d'actions, hein, et ce qui suppose le déplacement de posture de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois de considérer que la chose publique n'est pas que la chose des élus d'un côté, et du côté des associations ne compte pas considérer les collectivités comme une sorte de guichet. Voilà, donc ça suppose vraiment d'un changement de posture, et ça, il y a des méthodes, mais ça, je laisserai Sylvie développer. Et puis, il y a aussi des relations qui sont peut-être plus compliquées, des relations plus tutélaires, sous forme de délégation, sous forme aussi parfois d'associations parapubliques, hein, ou de forme de municipalisation de services, dans lequel il faut être vigilant, évidemment, là-dessus. Il y a des régulations aussi, et ça se développe concurrentielles, à travers les appels d'offres, la commande publique, mais aussi un certain nombre d'appels à projets qui, en fait, sont des formes de mise en concurrence des associations. Et donc là, il y a effectivement un risque d'assèchement de la capacité collective des associations à agir, d'avoir une vision collective du territoire en les mettant en concurrence et d'aboutir parfois aussi à de la marchandisation, parce que vous avez des secteurs où il y a aussi des entreprises privées qui se mettent en lien. J'ajouterais en outre que toutes les collectivités n'ont pas forcément l'expertise pour faire de la commande publique. C'est-à-dire la commande publique, ça veut dire construire enfermer l'intérêt général dans un cahier des charges. Et on voit bien que parfois, c'est parfois la perversité, elle sollicite la société civile pour élaborer le cahier des charges de l'appel d'offres qui va les mettre en concurrence. Donc à un moment donné, il faut reconnaître cette capacité, cette expertise sur le territoire, de reconnaître là où sont les besoins, là où sont les solutions. Et je dirais aussi, ça a des effets un petit peu pervers de démobilisation d'un certain nombre de participations des usagers ou des bénévoles. Et aussi, on ne peut pas enfermer l'innovation sociale dans un cahier des charges. L'innovation sociale, ça veut dire qu'on découvre les besoins, on invente des formules, on peut pas. C'est une prise de risque. La prise de risque, on la prend ensemble. Et puis le dernier élément, c'est qu'il peut y avoir la régulation conflictuelle. C'est-à-dire qu'il y a aussi des oppositions entre associations et collectivités locales. C'est une réalité pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Hein. Il y aura des associations d'habitants qui défendent leur précaré, un autre qui est de mad backyard pour de bonnes raisons, des usages abusifs ou des désaccords. Regardez le débat sur les migrants, par exemple. On voit bien qu'il y a des désaccords entre la puissance publique et des associations qui défendent les situations et la place dans l'espace public d'un certain nombre de personnes. Donc il y a du conflit. La question, c'est comment, que lorsqu'il y a conflit, on s'appuie sur ce conflit pour qu'il soit porteur de solutions positives. Donc comment le conflit peut déboucher sur la co-construction. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il peut y avoir de la régulation conflictuelle, comment on la régule, et ça, il y a un certain nombre d'exemples. Merci. Alors, Sylvie, on a eu hier un témoignage lors du webinaire d'une communauté de communes ardéchoises qui expliquait son choix de recourir au partenariat, de co-construire ses actions culturelles et éducatives avec les acteurs associatifs de son territoire, qui refusaient de passer par l'appel à projet, ne passaient que des conventions pluriannuelles et qui recouraient à la subvention pour soutenir ces acteurs. Est-ce une tendance générale dans l'évolution des relations entre associations et collectivités ? Malheureusement, je crains que non. Aujourd'hui, on constate, et je le disais tout à l'heure, une baisse significative de la part de la subvention dans le financement public et une augmentation du recours à la commande publique. Alors, commande publique, soit via appel d'offres et délégation de services publics, soit, comme le disait Laurent, commande publique un peu déguisée via des appels à projets. Souvent, malheureusement, et de manière, je pense, assez sincère, les collectivités s'abritent sous la question de la sécurité juridique pour éviter d'utiliser la subvention et avoir plutôt recours à l'appel d'offres dont on peut imaginer dont certains imaginent plutôt qu'il serait plus sûr. Quand on regarde les conflits dans les tribunaux administratifs, il y a très peu de conflits pour les subventions. Par contre, il y en a énormément sur les appels d'offres. Donc, en termes de sécurité juridique, je ne suis pas complètement certaine que ce soit un bon pari fait par les collectivités locales. Et effectivement, le fait d'avoir recours à ces appels d'offres, appels à projets, délégations de services publics, fait, comme l'a souligné Laurent, qu'on augmente la concurrence des associations entre elles,
souvent on attire des structures nationales qui n'ont pas l'ancrage territorial et qui sont moins réactives ou moins adaptées, qui vont plaquer sur un territoire des solutions nationales qui ne sont pas construites avec les acteurs et donc qui vont être moins adaptées au territoire. Et puis également, on contribue à ouvrir des pans entiers d'activités à des secteurs privés lucratifs. Et en ce faisant, on facilite, on encourage, le terme est trop positif, est inadapté, mais on va forcer la transformation des associations en simples prestataires de services. Et on diminue le recours aux bénévoles, on diminue la construction adaptée d'actions sur le territoire. L'impact de ces choix-là est très important et malheureusement sans doute assez négatif sur le développement des territoires. On ferait bien d'y être très attentif. Il me semble que le nœud, c'est la reconnaissance de la capacité de l'association à être porteur d'initiative, à être à l'origine d'un projet qui répond effectivement à un projet, à un besoin sur un territoire. La collectivité locale a toute légitimité à évidemment donner des orientations, puisque notre démocratie nous permet de choisir des élus qui mettent en œuvre des politiques publiques. Mais ces politiques publiques ne sont pas omniscientes et elles gagneront à s'appuyer sur des acteurs du territoire comme les acteurs associatifs pour ensemble construire des actions d'intérêt général. Et c'est la subvention, et demain on aura, je crois, un webinaire qui nous permettra de regarder de manière précise comment, de manière très sécurisée, on peut soutenir des actions via la subvention. C'est la subvention et la convention pluriannuelle qui permet de laisser la place à l'initiative associative et à l'innovation sociale et à la transformation sociale dont on parlait au début de nos interventions. Merci pour ces interventions. Alors, je vais juste poser une autre question qu'on nous a posée par écrit. On nous dit qu'il est compliqué de faire évoluer ces représentations des associations auprès des pouvoirs publics sur ce positionnement entre partenaires, prestataires. Quels sont les leviers? Comment faire évoluer ces représentations? Et puis du côté associatif, sur quoi peut-on travailler? Peut-être que travailler sur nos gouvernances peut être une piste. Est-ce que Laurent, tu veux réagir? Oui, pour faire évoluer les représentations, il y a plusieurs manières de faire. Il y a le travail que font les têtes de réseau, mais faut-il que l'ensemble des têtes de réseau relaient un peu le message. Il y a aussi, me semble-t-il, la nécessité de mettre en dialogue ce qu'on appelle le modèle économique des associations avec les choix budgétaires des collectivités locales. Voilà. Je pense que là, il y a besoin d'avoir un dialogue. S'il y a dialogue, ça veut dire à la fois potentiellement des exigences des collectivités sur on vous soutient, mais on souhaite que vous renforciez un petit peu votre économie. Et de l'autre côté, d'avoir en transversalité et non pas au coup par coup, une vraie réflexion dans les collectivités locales sur les modalités, notamment ces fameuses représentations, parce qu'on voit bien que un élu à la vie associative, il a besoin aussi de pouvoir. C'est pas lui qui gère le gros du budget des associations d'une collectivité. Il va peut-être avoir un budget moins important que sont l'élu au sport ou à la culture dans un certain nombre de collectivités. Donc à un moment donné, il faut qu'à un moment, il y ait une capacité sur les modes de contractualisation, de réflexion en transversalité de politique publique, qui prennent en compte les élus dont les politiques s'appuient de manière importante sur les associations pour avoir une réflexion un peu en transversalité. Moi, ce que j'avais constaté, et en s'appuyant sur les bonnes pratiques, c'est-à-dire que vous pouvez avoir dans une même collectivité, vous pouvez avoir une politique qui passe par de l'appel d'offres, une autre politique qui co-construit et la troisième qui fait du saupoudrage de subventions. Et donc là, à un moment donné, c'est comment au sein d'une collectivité, on peut un peu confronter ces pratiques. Et surtout, après, il y a les fameux services juridiques et financiers à mettre dans la boucle.
parce que souvent, c'est… Voilà. Alors ça dépend aussi de la taille. Hein. Vous avez, on va dire, deux configurations, soit des grandes collectivités, donc là, ils ont de l'expertise en interne. Là, le problème, c'est de faire travailler les gens ensemble, parce que chacun est un peu dans son couloir. Et puis, pour les associations, pour les structures de petite taille, où généralement ils peuvent s'appuyer sur une expertise associative externe, ils peuvent avoir la tentation de la solution clé en main et d'être sensibles à des sirènes venant de l'extérieur, hors du territoire, qui leur disent vous vous inquiétez pas, pour votre service petite enfance ou autre, je m'occupe de tout, il suffit que vous faisiez un appel d'offres comme ça. Voilà, donc il y a un petit peu en fonction de la taille, est-ce qu'en interne, il y a… Voilà. Mais bon, en tout cas, il y a ce travail interne et ça suppose en face, effectivement, de pouvoir avoir, pourquoi pas, recours aux compétences généralement de l'expertise des têtes de réseau. Voilà. Après, une petite nuance, je pense qu'il faut, je suis d'accord, hein, je connais les chiffres au niveau national, ce sont des moyennes. Et donc, il faut vraiment regarder collectivité par collectivité la proportion subvention-commande publique. Vous avez encore beaucoup de collectivités, heureusement, la subvention est supérieure à la commande publique. Ça dépend les secteurs, ça dépend la taille des collectivités, donc il faut faire aussi une analyse en contexte. Merci Laurent. Donc, je vous propose d'aborder maintenant sur les… On a vu un peu les tendances hein, sur les relations entre associations et collectivités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une lecture de l'impact de la crise qu'on traverse aujourd'hui, de toute l'incertitude et de l'urgence qu'elle génère, de la gestion de l'urgence qu'elle génère? Comment ça impacte cette relation association-collectivité? Qu'est-ce qu'elle révèle sur cette relation-là? Quels enjeux d'importance souligne-t-elle? Sylvie, si tu veux bien répondre en premier. Alors, c'est encore difficile de répondre à cette question parce on manque encore de recul, mais on peut peut-être quand même dire tout d'abord que cette crise a souligné des difficultés qui étaient préexistantes. Elle les a exacerbées, je dirais. D'une part, on a vu de manière exacerbée la difficulté que pose le cloisonnement des dispositifs et l'absence de coordination interinstitutionnelle. On a vu la mise en place de cellules d'urgence à la préfecture, au conseil départemental, à la métropole, et pas d'approche plus globale et interinstitutionnelle qui fait que pour les associations qui sont en réponse à cette urgence sociale, c'est une difficulté supplémentaire car il faut nous-mêmes aller dans ces différents tuyaux-là et ensuite reconstituer une certaine cohérence dans l'action à mettre en place de manière urgente. De la même manière, on a vu une exacerbation de la mise en concurrence des acteurs entre eux. En ce moment, en tout cas à la sortie du premier confinement, il y a eu une multiplication d'appels à projets. Et comme beaucoup d'acteurs sont en difficulté, tout le monde va partout en fait. On est nous-mêmes responsables de cette mise en concurrence. Mais la multiplication de ces appels à projets n'aide pas à structurer, à organiser la co-construction et le partenariat. On voit aussi les difficultés liées à l'instabilité des politiques publiques. Le manque de visibilité même pas à moyen, j'ose même pas dire à moyen terme, même à court terme, là, on ne l'avait pas. Le manque de lisibilité, de visibilité des moyens qui peuvent nous permettre de nous projeter. On a vu également la complexité des dispositifs et souvent leur inadaptation au secteur associatif, qui pourtant, comme on le disait, représente une part importante des organisateurs de services et des acteurs économiques. Il a fallu qu'on bagarre au niveau national pour que soient prises en compte les spécificités des associations dans les dispositifs de soutien à la vie économique. Et puis enfin, je dirais, il y a un sentiment fort de manque de reconnaissance par les collectivités du rôle des associations dans la cohésion sociale, dans le vivre ensemble. On a, et bien logiquement et bien heureusement, on a applaudi les soignants, on a reconnu le rôle important des caissières, des éboueurs, mais a-t-on vraiment entendu parler de tous ces bénévoles
qui ont continué leur investissement dans des contextes sanitaires extrêmement compliqués, de tous ces salariés dans les EHPAD, dans les centres sociaux, qui sont restés en contact avec les familles. Et je pense que ce besoin de reconnaissance, alors tous les secteurs, tous les secteurs sociaux en ont besoin, mais quand l'essence même de l'activité dans les associations, c'est l'engagement bénévole et volontaire, je pense que cette reconnaissance est vraiment importante. Ça, c'est les volets plus difficiles, plus négatifs. Il y a aussi eu des choses intéressantes qui se sont passées. D'abord, on a vu émerger des espaces de concertation nouveaux et nombreux. Alors, nombreux, parfois trop nombreux, c'est-à-dire qu'on était sollicité à beaucoup d'endroits et peu coordonnés entre eux. Mais il y a eu, je pense, une prise de conscience, une vraie volonté d'associer dans les territoires les associations pour justement construire des réponses adaptées. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait pérenniser. On aimerait que demain, quand la crise sera terminée, ces espaces ne disparaissent pas, qu'on oublie qu'on a été en capacité de répondre en urgence à la sollicitation et d'apporter une part de la réponse. Il me semble également que les réseaux ont montré leur intérêt. On s'est très fortement mobilisés, tous à notre niveau, les réseaux sectoriels et les réseaux de réseau, pour chercher à faire remonter l'information auprès des collectivités et auprès de l'État, pour analyser les besoins et puis pour faire des propositions. Et ça, me semble-t-il, ça souligne l'importance d'aider le secteur associatif à s'organiser. C'est en appuyant cette organisation-là qu'on consolidera aussi à la fois l'économie, la démocratie et la cohésion sociale. Enfin, on pourrait prendre de nombreux exemples. Le secteur associatif, dans cette période difficile, a fait preuve de sa souplesse, de sa capacité à répondre en urgence, à expérimenter, à trouver des solutions adaptées. Et je crois que charge à nous aussi de valoriser tout ça et d'essayer de faire des propositions pour le pérenniser dans le temps, pérenniser ces solutions-là dans le temps avec l'appui des collectivités locales. Laurent, est-ce que justement l'impact de la crise t'inspire peut-être des pistes de réflexion pour la suite? J'ai de nombreuses pistes de réflexion. Après, encore une fois, ça ne se situe pas forcément sur des travaux qui sont plutôt en cours. Mais en tout cas, moi, j'aurais effectivement, d'abord, il y a une question de visibilité, en tout cas, ou de reconnaissance des associations dans les différents plans de relance, et enfin, globalement, dans l'espace du débat sur le monde d'après. Donc ça, je pense que il peut y avoir entre collectivités locales et associations, parce qu'aujourd'hui, le plan de relance, c'est quand même l'État. Il peut y avoir des propositions co-construites entre associations et pouvoirs publics sur les différents secteurs pour, en tout cas, faire voir le rôle des associations en partenariat avec les collectivités. Donc là, je pense qu'il y a un besoin et on voit bien comme le disait Sylvie, ils vont relancer les emplois aidés après les avoir supprimés brutalement. Les relancer sans concertation, c'est aussi excusez-moi, pas idiot que les supprimer sans concertation. Mais donc, à un moment donné, est-ce qu'on peut faire les choses un peu autrement dans le plan de relance, que ce soit, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, mon deuxième mot, c'est sécuriser. Hein, il faut sécuriser. Aujourd'hui, il y a aussi des associations qui ont été à l'arrêt. Il y a aussi des associations. Une association sportive, aujourd'hui, elle est dans l'incertitude économique. Une association qui gère une école de musique avec des activités, etc. Il y a des associations qui peuvent être aujourd'hui en difficulté. Et je pense qu'il faut sécuriser, parce que derrière, c'est des emplois, mais c'est aussi du service aux populations. Donc, il faut aussi, je pense, et c'est aussi de comment des bénévoles se réengagent dans de l'activité quotidienne alors qu'on prône l'isolement à cause du confinement. Donc, je pense qu'il y a un travail entre pouvoir public et association à réfléchir avec des propositions
sur vraiment 2021, là, le tout de suite, quoi, pour que le tissu associatif local puisse rebondir, mais pour qu'il puisse rebondir comme tous les autres acteurs, il ne faut pas trop qu'il soit entamé non plus dans ses forces vives. Donc là, il y a quand même une réflexion, je pense, sécurisée. Sécuriser, c'est aussi, je pense qu'il y a des collectivités qui ont sécurisé des subventions sur 2020. Il faut qu'il y ait de la sécurisation de subventions sur 2021. Il faut qu'il y ait au moins un horizon à 1 an pour pouvoir rebondir. Si c'est voilà, donc ça, je pense que j'appelle ça sécurisation. Ensuite, il y a innovation. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'innovations qui ont été faites. D'abord, il y a besoin d'innovation et d'innovation dans l'urgence. Et il y a des choses qui ont été faites et qui sont à pérenniser. Je voyais là sur Marseille une piscine solidaire itinérante pour aller fournir auprès d'un certain nombre de personnes isolées de faire des courses, etc. Ben voilà, ils ont mis ça pendant le confinement, ça perdure après le confinement. Et donc, à un moment donné, on voit bien que sous l'urgence, il y a un certain nombre d'innovations intéressantes. Et voilà, je pense aussi qu'il y a eu un certain nombre d'engagements de personnes, pas forcément engagées sous une forme associative, mais qui montrent une appétence de réinventer de nouvelles formes de solidarité. Et il peut y avoir aussi une appétence au lien, au faire ensemble, l'envie d'être avec des gens. On voit bien les dégâts de l'isolement. Et c'est non seulement là les deux logiques fortes du fait associatif, il y en a plusieurs, mais il y a la logique d'entraide, c'est-à-dire être entre soi pour se rendre service. Il y a la logique d'aide auprès des plus vulnérables. Ça, c'est deux moteurs forts de la création associative d'après-crise et qui peuvent être aussi, à mon sens, dans l'innovation. Et la dernière réflexion que je voulais faire, c'était sur, je crois qu'effectivement, la crise sanitaire montre bien l'importance des associations de proximité. Parce que c'est elles qui peuvent vraiment agir et se concerter là où il y a des besoins sur les territoires. Et à un moment donné, quand vous avez recours par appel d'offres à un intervenant extérieur au territoire, qu'il soit privé ou associatif, et ben, quand on est confiné pas en présentiel, ben, ils ne sont plus là parce qu'ils sont dans une relation contractuelle à la collectivité, ils ne sont pas dans une relation vitale au territoire. Merci Laurent, ça évoque aussi des réflexions qu'on a pu avoir dans les webinaires précédents où des collectivités disaient oui, en effet, le tissu associatif est très fragilisé et il peut disparaître, mais il serait très très long à reconstruire. Il est dans l'intérêt de personne et certainement pas des territoires qu'il disparaisse, ou en tout cas qu'il s'effrite prochainement. Alors, Sylvie, est-ce que je peux te solliciter pour peut-être pas le mot de la fin, mais en tout cas les perspectives de conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait préconiser? Quels seraient les leviers pour faire face à la crise ensemble avec les collectivités, associations, collectivités? Comment envisager de sortir de l'urgence? Quels peut-être justement les leviers pour pouvoir continuer à agir même en contexte d'incertitude? C'est une bien grande responsabilité que de me poser cette question-là. Si j'en avais la réponse, je serais probablement dans d'autres fonctions. Mais ouais, il me semble, et en fait, je crois que c'est le lot aujourd'hui de tous les responsables associatifs, mais aussi des responsables politiques, c'est que la situation exige de nous à la fois des réponses en urgence pour sauvegarder les structures aujourd'hui. C'est ce que Laurent appelait la sécurisation. Mais elle exige de nous en même temps, dans le même temps, de nous projeter dans l'avenir, de penser ce fameux monde de demain en coopération entre les différents acteurs de l'espace démocratique local. Moi, il me semble effectivement aujourd'hui, il y a eu pendant cette période de crise des choses terribles qui se sont passées, mais il y a eu aussi des choses assez exceptionnelles en termes de solidarité, en termes d'innovation, en termes de nouvelles manières de faire, de travailler ensemble. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se base, je crois. C'est sur ces éléments-là qu'il faut qu'on s'appuie, sur ces dynamiques-là qu'il faut qu'on s'appuie pour nous projeter dans l'avenir ensemble. Cette crise aura une fin. Il faut qu'on trouve les leviers pour réussir
à ce qu'elle nous ait appris quelque chose. Il faut qu'on soit dans une logique d'apprentissage continu ensemble. Et ça suppose qu'on réussisse à avoir la disponibilité d'esprit, je dirais, et la confiance dans l'avenir pour se projeter. Confiance dans les associations, dans leur capacité à innover, à prendre des initiatives. Faisons confiance dans les collectivités, dans leur capacité à organiser, à faire levier par les politiques publiques. Peut-être, j'ai envie de vous donner un dernier exemple. Alors, c'est le secteur dont je suis issue, mais pendant cette crise, l'État a décidé de relancer les colonies de vacances. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu les pouvoirs publics s'emparer des colonies de vacances. Autant vous dire que tout d'un coup, les règles d'appel d'offres ont été oubliées et l'État s'est servi de la subvention et a fait confiance dans les organisateurs pour permettre aux enfants de partir en vacances, de se retrouver dans des lieux où ils vont vivre des temps collectifs, où ils vont grandir, s'émanciper, découvrir la nature, sortir de leur quartier. Et c'est cette politique publique-là qui a fait confiance aux acteurs associatifs pour la mettre en œuvre pendant ces périodes de vacances d'été et d'automne. Eh bien, non seulement ça a eu un impact social extrêmement fort, mais en plus, ça a eu un impact économique très fort, car ça a permis à certaines structures de tourisme de passer le cap de l'année 2020. Donc, par la commande publique, l'État, par le soutien public, l'État peut avoir un impact sur la revitalisation de l'économie associative. Et nous, je pense qu'on souhaite moins être aidés que développer notre projet. Parions qu'ensemble, par l'investissement public, on réussira à construire un monde plus solidaire, plus fraternel, plus respectueux du développement durable. Merci à tous les deux pour vos interventions. Alors, j'invite les personnes qui le souhaitent à se manifester pour poser des questions. Alors, je ne sais pas, vous avez vu le petit bouton pour lever la main. Donc, n'hésitez pas à appuyer dessus si vous souhaitez intervenir. Je pourrais vous donner la parole et activer vos micros pour poser vos questions de vive voix. Alors, dans l'intervalle, on nous a aussi interpellé sur quelles peuvent être les ressources pour les associations, pour muscler leurs argumentaires en direction des élus et en direction des collectivités, pour leur faire comprendre la synergie entre élus et associations, comment nouer un vrai dialogue avec les élus, les convaincre de la pertinence du travail associatif. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse justement sur des outils qui peuvent être mobilisés par les associations et par les collectivités. Alors, au niveau du mouvement associatif national, il y a un outil qui a été produit très récemment, qui s'appelle le kit assaut de l'élu. Alors, je vais vous le montrer en partage d'écran. Je ne sais pas si vous le voyez, normalement oui. Donc, c'est un kit, comme il s'intitule, qui est composé de plusieurs livrets. Donc, il y a 4 petits livrets. Le premier est vraiment consacré sur en savoir plus sur les associations, avec pas mal d'informations sur des chiffres, etc., sur l'engagement bénévole, l'emploi associatif que Sylvie a pu citer, mais voilà, à l'échelon national. Un deuxième document qui est plus sur le guide de la subvention aux associations, sujet que nous évoquerons demain lors du webinaire de demain à 14 h. Une troisième étape, et peut-être Sylvie pourra nous en dire davantage aujourd'hui, sur la charte des engagements réciproques et l'intérêt de cet outil pour nouer des relations et de partenariat sur les territoires. Et puis un dernier plutôt consacré à soutenir les associations en période de Covid-19. Donc voilà, je vous invite à consulter ces ressources, à les faire connaître aussi auprès de vos collectivités, parce qu'elles s'adressent vraiment aux collectivités. Vous y retrouverez pas mal d'arguments qui ont pu être évoqués aujourd'hui par nos intervenants. Et puis également sur notre site internet du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez aussi retrouver plusieurs ressources et argumentaires, notamment certains qui ont été produits pour les élections municipales et qui reprennent plusieurs éléments qui ont été proposés par nos intervenants. Alors, je ne vois personne qui lève la main. Ah, je crois qu'on nous a posé une question. Ah, voilà. Alors, comment consulter et se procurer ce kit? Je pense que
vous l'aurez compris, il se trouve sur notre site internet, donc c'est www.lemouvementassociatif-aura.org. Vous le retrouverez ici, ainsi que sur le site du mouvement associatif national, www.lemouvementsassociatif.org. Et vous le trouvez, ou alors vous tapez Kit Asso de l'élu et vous devriez pouvoir le retrouver en ligne assez facilement. Alors, Philippe Giraud nous demande la parole. Je lui donne la parole. Normalement, votre micro doit fonctionner. Il faut que vous l'activiez. Voilà. Bonjour à tous, et en particulier aux intervenants. Et vous remercier d'abord pour la qualité des échanges. Je crois que nous avons tous une mise en perspective des enjeux et des rôles des différents acteurs. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. En tout cas, il y a deux choses. Sylvie l'a évoqué en fin de propos. Il y a la vie associative et d'autres corps intermédiaires constitutifs de la société civile, et en particulier les organisations syndicales et le mouvement associatif, est notamment membre d'un pacte du pouvoir de vivre qui regroupe une soixantaine d'organisations au niveau national comme au niveau régional et local dans différents territoires. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on vous entend très bien. Pardon, j'avais plus d'image, plus de son, plus rien. Oui, désolé, je n'ai plus rien, moi. Non, on vous entend très bien. En fait, c'est juste que au niveau de la vidéo, ça a changé d'affichage, mais on vous entend très bien. D'accord. Pour dire simplement, donc, l'ouverture vers les autres proposée par Sylvie dans le cadre du mouvement associatif va au-delà des seules associations et peut donc prendre appui sur d'autres acteurs de la société civile pour porter un message collectif, et c'est ce que fait le pacte du pouvoir de vivre, qui me semble être également un lieu ou des moments où ces acteurs peuvent porter des préoccupations communes auprès des pouvoirs publics et renforcer la représentation qu'ont parfois ces pouvoirs publics sur le fait que les acteurs de la société civile sont véritablement des interlocuteurs pour porter des solutions, aussi bien en termes de réponses concrètes que parfois aussi en termes de perspectives. C'est là-dessus que je voudrais interroger nos deux interlocuteurs. Beaucoup d'entre nous sont dans ce qui s'appelle l'éducation populaire, l'éducation permanente. La République est défiée par un certain nombre de sujets. C'est bien sûr tout ce qui est le développement durable. En période de crise, c'est aussi aujourd'hui la laïcité et les valeurs de la République. Et n'y a-t-il pas, on pourrait retenir d'autres thèmes, la lutte contre la précarité, par exemple, et donc la solidarité, ou l'accueil des migrants. Bref, il y a plein de facettes. N'y a-t-il pas là des perspectives de développement, de renouvellement, mais aussi d'engagement possible pour les jeunes? Tout à l'heure, ils ont été évoqués, et donc permettre aussi l'accueil de nouvelles ressources plus jeunes, différentes, d'horizons divers, pour nous conforter dans ce que nous sommes, c'est-à-dire des acteurs de la République. Merci pour cette question. Je vous laisse prendre la parole, Sylvie, Laurent. Oui, moi je pense que cette perspective est très, très importante. Je pense qu'effectivement, il faut construire collectivement une perspective. Alors, certains ont appelé ça le monde d'après. Alors, voilà, mais enfin, bon, c'est construire en tout cas avec d'autres. Et je crois que pour construire sortir de l'urgence, il faut vraiment à un moment donné capter à travers, à mon avis, effectivement quelque chose qui dépasse le mouvement associatif pour ouvrir une perspective et permettre aussi de faire en sorte que les énergies de solidarité qui se sont manifestées s'engagent de manière dans la durée. Voilà. Et je pense que ça répond, c'est une manière de répondre
à la dernière question de Jeanne, sur le long terme, c'est ça, gérer l'incertitude, c'est par le collectif. Et je pense que ouvrir une perspective, bon, là, ce que vous dites, c'est plus politique d'une certaine manière. Ça peut aussi, je pense que c'est, voilà, là on va être dans un moment qui peut le permettre et qui peut permettre aussi de fédérer beaucoup plus largement en disant comment on fait ensemble pour s'en sortir, quoi, en fait, et de manière positive face aux différents enjeux de transition que vous avez évoqués. Donc moi je crois, ouais, je pense que c'est important, voilà. Et alors dans une perspective, je pense aussi positive, voilà. Je pense qu'il y a un enjeu parce qu'on rentre dans une société fragmentée, très conflictuelle. Les associations peuvent prendre leur part dans cette conflictualité, mais il y a besoin aussi d'avoir un horizon positif dans lequel les acteurs associatifs s'inscrivent avec d'autres. Ça, pour promouvoir de l'engagement. Alors après, l'engagement, il pourra prendre l'engagement dans une association, dans un syndicat ou ailleurs. Je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui de collectif et d'engagement de gens. Et les associations font partie de la solution avec d'autres. Merci Laurent. Sylvie? Moi, je me retrouve bien là-dedans. Et pour essayer de nous donner du baume au cœur, rappelons-nous que l'engagement bénévole ne cesse d'être en augmentation en réalité ces dernières années, qu'il y a une véritable envie de s'engager sur des causes. Alors, l'engagement change, il change de modalité. C'est vrai qu'on trouve de plus en plus difficilement des bénévoles pour devenir administrateurs dans les associations classiques, mais pourtant, les jeunes s'engagent de plus en plus. Ils s'engagent différemment. Les jeunes et les moins jeunes s'engagent différemment. Ils s'engagent, on parle de l'engagement post-it. Une année, on va mettre toute son énergie sur une cause, sur un événement, sur un festival, et puis l'année d'après, on va changer. Ça fait partie de l'évolution de la société. Je crois que les associations doivent l'entendre aussi et doivent s'adapter et doivent trouver de nouvelles modalités d'organisation pour permettre d'accueillir ces engagements-là. Comme le disait Laurent tout à l'heure, il y a aussi de nouvelles formes d'associations. Des associations de fait qui ne sont pas forcément déclarées en préfecture, mais qui correspondent à des démarches collectives, à des volontés démocratiques, à des gestions désintéressées. Et il faut qu'on arrive, les anciennes associations, les réseaux classiques, à reconnaître ce fait associatif et à lui faire sa place. Et c'est comme ça, je crois, effectivement, qu'ensemble, on pourra réussir à construire des solutions pour demain. Dit autrement, je pense qu'il faut aussi que les associations sachent se réinterroger dans leur fonctionnement actuel pour faire face aux enjeux d'aujourd'hui et pour répondre pour trouver les solutions, pour construire les solutions, parce qu'on ne les trouvera pas comme ça, on les élaborera de manière collective aux différents enjeux qu'a évoqué Philippe. Eh bien, écoutez, nous approchons de 17h. Il me reste à vous remercier sincèrement pour votre participation à ce webinaire, à remercier l'ensemble des participants pour leur attention et leurs questions. Je souhaiterais également remercier nos partenaires, en particulier la DRDJSCS qui soutient cet événement. Merci à tous et à toutes et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.